Donc bonjour à tous, je m'appelle Loïc Drago-Cosnefroy, je suis interne en troisième semestre en anesthésie à la maternité d'Antoine Béclair et je vous présente aujourd'hui un stage junior sur l'association de l'hypertension artérielle chronique et de la prééclampsie, donc à savoir la prééclampsie surajoutée. Et c'est un travail qui a été encadré par le docteur Valbrun. Pour introduire la présentation, on va vous parler d'un cas clinique qu'on a eu à Béclair en maternité. C'est le cas de Madame Lucas, 30 ans, une patiente à sa deuxième grossesse, sans enfant, qui est hypertendue chronique en dehors de la grossesse, avec un traitement par nicardipine, 50 mg à libération prolongée 2 fois par jour. Une hypertension qui est un petit peu difficile à cadrer en ville, et une maladie rénale chronique avec une notion de protéinurie basale. Cette dame, elle a également un antécédent de fausse couche, 20 semaines d'aménorrhée en 2024, début 2024. Donc Madame K se présente au service d'accueil des urgences obstétriques en décembre 2024. Elle a 24 semaines d'aménorrhée et son motif d'admission aux urgences, c'est une pression artérielle à l'automesure à plus de 200 de systolique. Quand elle arrive, elle a 210 mm de mercure de pression artérielle systolique et 120 mm de mercure en diastolique, associé à des céphalées et à un flou visuel à l'examen clinique. Elle est prise en charge en urgence aux urgences avec, selon les recommandations, donc des thérapies antihypertensives initialement en bolus par Transat et Loxène, puis un relais à la seringue électrique de ces thérapies, et elle est surveillée au prépartum. La surveillance au prépartum, elle va durer un petit peu plus de 10 jours, et durant ces 10 jours d'hospitalisation, la fonction rénale se dégrade, avec un bilan entrée-sortie qui est très fortement positif, et puis la surveillance se complique d'un OAP à 14 jours de la prise en charge, qui nous pousse à arrêter la grossesse à 26 semaines, malheureusement avec un fœtus qui n'était pas viable, qui pesait moins de 450 grammes au moment de l'arrêt de la grossesse. Du coup, devant ce cas clinique, on s'est posé plusieurs questions. Déjà, des questions autour de la population de patients qui sont hypertendus chroniques lors de la grossesse, pour connaître un petit peu la prévalence, les risques que ça comporte, cette comorbidité durant la grossesse. On s'est également posé la question de la prééclampsie surajoutée et de son pronostic, et également de son diagnostic, car on verra, ce n'est pas forcément un diagnostic qui est évident, avec des entités qui peuvent se chevaucher sur le plan clinique et biologique. Et puis dernièrement, on s'est demandé s'il y avait des moyens de prévention qui auraient pu être mis en œuvre pour éviter cette situation-là chez cette dame. Pour juste contextualiser rapidement, le contexte dans lequel on se situe, c'est celui des désordres hypertensifs lors de la grossesse. Ça a été réharmonisé par l'ISSHP en 2018. C'est des définitions qu'on connaît, mais l'HTA gravidique avec des chiffres tensionnels trop élevés, donc 140-90 mm de mercure après 20 semaines d'aménorrhée. La modalité de diagnostic, c'est au repos, intervalle, etc. Il y a l'HTA chronique, donc c'est une hypertension artérielle qui est diagnostiquée soit avant 20 semaines d'aménorrhée, soit comme le cas de notre patiente connue avant la grossesse. Et puis il y a deux types de prééclampsie qui s'opposent. La prééclampsie isolée, c'est l'association d'une HTA gravidique et puis des marqueurs clinico-biologiques de prééclampsie. Et la prééclampsie surajoutée qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc qui est l'association d'une HTA chronique et du diagnostic clinico-biologique de prééclampsie. Très rapidement, un petit rappel sur la définition de la prééclampsie. Pour le CNGOF, dans les dernières recommandations de 2024, il nous donne la définition historique de l'association de l'HTA gravidique avec une protéinurie à plus de 300 mg par 24 heures. Et la définition qui fait consensus, en tout cas celle qu'on utilise à Antoine Béclair dans la plupart des maternités, c'est celle anglo-saxonne de l'ISSHP. Donc c'est à peu près la même définition. On peut utiliser un rapport protéinurie sur créatinurie pour faire le diagnostic. Et puis on intègre en plus les dysfonctions d'organes maternelles ou la dysfonction utéroplacentaire. Le CNGOF ne retient pas cette définition, parce que les experts du CNGOF considèrent qu'il y a très peu de patientes, ou que c'est une population un petit peu virtuelle de patientes qui ont une dysfonction d'organes maternels ou une dysfonction utéroplacentaire sévère sans avoir de protéinurie à ce seuil-là. Donc devant notre cas clinique, on s'était posé la question des patientes hypertendues chroniques lors de la grossesse et on regarde un petit peu l'épidémiologie de cette comorbidité-là. Ici, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis sur des bases de données d'hospitalisation, donc c'est des bases de données de plusieurs millions de patients. C'est pour ça qu'on a 8 millions de parturientes dans cette étude, avec un recueil qui se fait entre 2005
et 2015. En ordonnée, on a des chiffres sur 1000, et il y a 2 courbes, parce que simplement dans l'étude, les auteurs ne s'intéressent pas qu'à l'épidémiologie, enfin, pas seulement, ils s'intéressent aussi aux disparités socio-économiques et géographiques sur le territoire américain. Pour nous, ça a moins d'intérêt dans cette présentation. Ce qu'on voit entre 2005 et 2015, c'est qu'on a une augmentation de la prévalence de l'hypertension artérielle chronique lors de la grossesse. Ça, c'est en 2015, et il y a des études avec des moins grosses cohortes, c'est pour ça qu'on a choisi de présenter celle-là, en Europe dans les années plutôt 2020, et on s'approcherait aujourd'hui des 3 voire 5% en fonction de certaines études d'hypertension artérielle chronique lors de la grossesse. Et concernant les risques d'avoir une hypertension artérielle chronique, ici on a une étude de cohorte rétrospective qui a été faite en Grande-Bretagne, avec pareil plus de 100 000 patients, donc une grande cohorte. Et dans cette cohorte, un des outcomes, c'était de s'intéresser aux risques pour les patientes qui ont une hypertension artérielle chronique de développer une prééclampsie par rapport à une population de patientes, grossesse physiologique, en tout cas on entend par là qu'il n'y a pas de prééclampsie. Quand on regarde un petit peu ce forest plot, on voit que le loss ratio est quand même très élevé, à 5,76, avec un intervalle de conscience qui est assez consistant autour de cette valeur. Et il semble même encore plus élevé pour des prééclampsies qui se déclareraient avant 37 semaines, avec un loss ratio à 6,23. Pareil, un intervalle de conscience qui est relativement étroit. Donc, ce qu'on peut faire dire à ces deux diapos, ces deux études, c'est que l'HTA chronique lors de la grossesse, c'est une pathologie qui est relativement fréquente, aux alentours de 3 à 5%, qui est en augmentation et qui semble continuer sur cette lancée, c'est-à-dire on continue d'avoir une augmentation de ces grossesses compliquées d'hypertension artérielle, et que ça comporte un risque quand même assez important de développer une prééclampsie, parce que ça, c'est un odds ratio qui va faire correspondre 15-20% des patientes hypertendues chroniques lors de la grossesse qui vont développer une prééclampsie surajoutée. Si on s'intéresse plus spécifiquement et qu'on rentre dans le cœur du sujet de la prééclampsie surajoutée, on s'était posé la question du pronostic de cette maladie, et qu'on s'intéresse au pronostic de cette pathologie, on peut le mettre en regard avec le pronostic de la prééclampsie isolée, c'est-à-dire l'HTA gravidique et non chronique. Et si on a une étude de cohorte rétrospective qui est monocentrique, c'est un grand hôpital en 2 parties aux États-Unis, ils font un recueil sur 18 ans, donc ils ont un très grand nombre de patients. Et ici, on a donc le pronostic des prééclampsies surajoutées comparé à des prééclampsies qui ne sont pas surajoutées, donc sans hypertension artérielle chronique. Et ce qu'on peut voir, c'est une étude qui est sortie dans les années 2010, et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plus de risques d'avoir de la prématurité, notamment de la prématurité avant 34 semaines. Il y a plus de recours à la césarienne dans la population de patients qui ont une prééclampsie surajoutée. Et enfin, sur le plan fœtal, il y a également plus d'admissions en soins néonataux, en soins intensifs néonataux pour les enfants qui naissent de ce type de grossesse compliquée, comorbide d'hypertension artérielle et de prééclampsie surajoutée. Si on met un petit peu en regard avec l'aggravation d'une HTA chronique, donc comparer les outcomes, le pronostic d'une prééclampsie surajoutée en tant que telle avec une exacerbation d'HTA chronique, c'était une question qu'on s'était posée devant le cas clinique de Madame K, de savoir si elle était en train d'aggraver une hypertension artérielle ou qu'elle faisait une véritable prééclampsie surajoutée. On voit ici, donc c'est sur le même concept avec des odds ratios et des intervalles de conscience. Ici, un critère composite fœtal qui était composé de l'APGAR, du pH et de la mortalité néonatale. Donc, on est sur une plus petite cohorte d'un millier de grossesses en Angleterre ici. Et on voit quand même que, du point de vue fœtal, on a un odds ratio qui est plus élevé, donc un moins bon outcome fœtal chez les prééclampsies surajoutées. Et en parallèle, de manière cohérente, on a une prématurité qui est plus importante, des patients qui sont probablement plus difficiles à contrôler sur le plan de la tension, parce qu'il y a plus de nécessité d'antihypertenseurs en intraveineuse durant le travail. Et pareil, sur la même logique, il y a également plus de recours à la césarienne dans la population de patients qui ont une véritable prééclampsie surajoutée. Quand on regarde cette étude, et c'est la même réflexion qu'on a eue devant notre cas clinique, on peut s'interroger sur comment on fait les auteurs de ce type d'études pour diagnostiquer véritablement une prééclampsie surajoutée d'une exacerbation d'HTA chronique, puisque chez notre patiente, elle avait déjà des chiffres tensionnels qui étaient élevés, difficiles à contrôler en ville, elle avait déjà une protéinurie. Pour tenter de répondre à cette question, l'ISSHP, qui est l'organisme dont on a regardé les définitions en début de présentation, en 2018, tente d'apporter une définition un petit peu consensuelle dans les recommandations, avec des critères qui sont suffisants pour faire le diagnostic, et puis d'autres critères à l'inverse qui sont insuffisants. Dans les critères qui sont suffisants, on a l'association de l'HTA chronique avec une dysfonction maternelle ou utéroplacentaire.
ou l'apparition d'une protéinurie, mais chez des patients qui n'ont pas de protéinurie initialement. Et ce qui est insuffisant pour faire le diagnostic, c'est l'augmentation des chiffres tensionnels ou un mauvais contrôle tensionnel durant la grossesse. Et c'est également insuffisant d'avoir une augmentation d'une protéinurie alors qu'on avait déjà une protéinurie préexistante. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que chez notre patiente, on coche les deux critères qui sont malheureusement insuffisants pour faire le diagnostic. Elle a un mauvais contrôle tensionnel durant la grossesse, elle a une augmentation de la protéinurie isolée. Pour autant, on se pose la question de si c'est une vraie prééclampsie surajoutée. Et pour faire la part des choses entre ces entités qui peuvent se chevaucher un petit peu, l'ISSHP, dans ces recommandations-là, elle invite les équipes à fournir la littérature un petit peu plus sur des biomarqueurs qui pourraient nous aider justement à diagnostiquer en tout cas des populations de patientes qui ont spécifiquement une lésion de prééclampsie surajoutée. Et pour ça, la piste qui semble la plus intéressante, c'est celle des biomarqueurs placentaires. Les biomarqueurs placentaires, c'est des biomarqueurs qui sont utilisés en pratique clinique par les obstétriciens pour dépister ou pour apporter des arguments supplémentaires de prééclampsie à des stades précoces de la grossesse. L'idée derrière ça, c'est la physiopathologie de la prééclampsie, dont je vais rapidement vous faire un rappel. En fait, donc ici, c'est une diapositive qui vient d'un article de synthèse de physiopathologie de la prééclampsie qui est paru dans le BMJ en 2023. Je l'ai mis pour que ce soit un tout petit peu plus parlant. À gauche, on a une grossesse normale et à droite, une grossesse avec une prééclampsie. Et en fait, les marqueurs qu'on va doser, c'est le SFLT1 et le PLGF. Donc le PLGF, c'est un marqueur pro-angiogénique, le placental growth factor. Et le SFLT1, c'est un marqueur qui est plutôt anti-angiogénique, qui est théoriquement sur l'endothélium placentaire, qui permet au ligand, le PLGF, donc au ligand pro-angiogénique, de favoriser le développement de l'endothélium au niveau du placenta. A l'inverse, dans une situation de prééclampsie, ce récepteur-là, il devient soluble, il devient le SFLT1, et il vient capter le ligand pro-angiogénique dans la circulation maternelle et empêcher son action. Et donc il y a une mauvaise balance entre anti- et pro-angiogénique dans la circulation maternelle. Et cette mauvaise balance, c'est en partie, parce que c'est évidemment simplifié ici, responsable des lésions systémiques sur l'ensemble de l'endothélium. Et on comprend que la prééclampsie, c'est donc une maladie systémique, comme vous le savez. Ce qu'on dose, c'est donc le SFLT1 sur PLGF. On a une augmentation du SFLT1, une augmentation des anti-angiogéniques et un effondrement du PLGF, des pro-angiogéniques. Et donc l'ISSHP, il demande si ces marqueurs-là qui sont utilisés dans le dépistage de la prééclampsie pourraient avoir une place dans l'orientation diagnostique pour faire la part entre ces populations de patientes dont les signes cliniques et biologiques se chevauchent un petit peu. Ici, on a une étude rétrospective monocentrique de 142 patientes parue en 2022. Et c'est une étude justement qui s'intéresse exactement à cette problématique-là et à la capacité prédictive du ratio anti-surpro-angiogénique et puis des marqueurs pris isolément. Ce qu'on remarque ici, c'est une courbe ROC avec une aire sur la courbe qui est notée en petit ici, mais qui a 0,91 pour détecter la prééclampsie selon les définitions consensuelles de l'ISSHP dans une population de patientes qui est hypertendue chronique pendant la grossesse. Donc il y a une bonne capacité prédictive, 0,91 c'est une bonne capacité prédictive. Dans l'étude, je ne vous les ai pas affichées là, mais il y a d'autres courbes ROC. Ça, c'est quand on les dose avant 32 semaines d'aménorrhée, c'était leur outcome principal. Ils les ont également dosés entre 32 et 34, puis après 34 semaines. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a une diminution de la capacité prédictive. Et on avait vu au début que l'HTA chronique, c'était à risque de faire des prééclampsies plutôt précoces. Donc la capacité prédictive, elle est optimale au moment où le risque de prééclampsie est probablement le plus élevé. Donc ça, c'est pas forcément très gênant. Les auteurs ils se sont aussi intéressés dans l'étude, on pourra voir plus tard, mais aux outcomes d'avoir une mauvaise balance pro-anti-angiogénique, et on retombe sur les mêmes outcomes de la prééclampsie surajoutée, c'est-à-dire le recours à la césarienne, la prématurité, l'admission en soins intensifs néonataux pour les enfants. Donc très probablement que ça permet de sélectionner la bonne population. Et enfin, il y a quand même une grosse limite dans cet article, c'est que toutes les patientes qui ont une maladie rénale chronique ou une protéinurie, elles sont exclues de l'analyse. Et donc nous, par exemple, notre patiente, elle aurait été exclue de l'analyse du coup. Devant cette problématique-là, il y a d'autres équipes qui se sont intéressées à d'autres biomarqueurs qui sont moins utilisés en pratique clinique, mais qui pourraient être intéressants. Et notamment ce travail qui est paru en 2019 et qui vient essayer de comparer, qui vient essayer de déterminer la capacité prédictive, toujours cette fois-ci dans une population de patients qui ont une maladie rénale chronique,
quand on regarde la table 1 de l'article, 70% de ces patientes qui ont une maladie rénale chronique, elles sont également hypertendues chroniques, donc c'est intéressant dans notre cas. Et il y a deux marqueurs, ces deux protéines de l'endothélium qui sont spécifiques de l'endothélium rénal, le hyaluronane et le VCAM. Les auteurs ils choisissent ces deux protéines parce qu'ils les pensent assez spécifiques de la lésion de prééclampsie, c'est-à-dire qui est vraiment endothéliale, là où la lésion rénale de l'hypertension artérielle chronique, elle sera plutôt podocytaire, donc c'est pour ça que ces deux marqueurs les intéressent. C'est dans la revue de la littérature qu'ils font avant de les choisir. Et donc pour chaque deux marqueurs, c'est la même logique. On a prééclampsie surajoutée, ici la maladie rénale chronique, prééclampsie isolée, c'est-à-dire avec une HTA gravidique et non chronique, pas de prééclampsie, et puis un groupe contrôle qui n'est pas enceinte, de patients qui ne sont pas enceintes. Et ce qu'on remarque, c'est que on a des marqueurs qui sont plus élevés dans les populations de patients qui sont prééclamptiques et par rapport aux patients qui sont groupe contrôle, c'est-à-dire non prééclamptiques, ou en cas de maladie rénale chronique. Donc, dans les faits, quand on regarde les intervalles interquartiles, ils sont quand même assez larges, et donc on va voir les courbes ROC, mais elles sont un petit peu, on va le voir moins belles que les courbes ROC de marqueurs qui sont placentaires. Et voilà les courbes ROC. Donc ici, toujours le hyaluronane, ici le VCAM, et on remarque que pour les patientes, donc ces courbes rouges qui ont une maladie rénale chronique lors de leur grossesse, la capacité prédictive pour déterminer la prééclampsie chez ces patientes-là, pour le hyaluronane, elle est à 0,80, l'air sous la courbe. L'air sur la courbe pour le VCAM, elle est à 0,86. Donc moins bien que ce qu'on avait vu avec les biomarqueurs placentaires. Ça reste quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. J'ai enlevé la courbe noire, par exemple, c'est marqué dans la légende, mais c'était juste une courbe de sujet contrôle. Donc on a juste la courbe des maladies rénales chroniques. Ça pourrait être des marqueurs qui sont intéressants, qui ne sont pas encore utilisés en pratique clinique, et typiquement chez notre patiente, dans notre cas clinique que je vous ai présenté, peut-être qu'à l'avenir, on pourrait utiliser ce type de biomarqueurs couplés à des marqueurs placentaires pour apporter des arguments supplémentaires et faire la différence entre ces entités qui sont spectrales. On s'était également posé la question de la prévention de la prééclampsie surajoutée chez les patientes hypertendues chroniques avant qu'elles déclarent une vraie prééclampsie surajoutée. On se pose la question de la prévention parce que malheureusement, il y a peu de modalités thérapeutiques qui sont particulières à la prééclampsie surajoutée. En fait, des prééclampsies surajoutées, ça se traite comme des prééclampsies isolées, et il n'y a rien dans la littérature qui il y a aucun signal de modalité thérapeutique particulière chez ces patients-là. Donc, du point de vue de la prévention, ce qui a été le plus regardé, c'est l'aspirine. Ici, c'est une méta-analyse de 6 essais thérapeutiques qui sélectionnent justement des patientes hypertendues chroniques chez qui on va donner de l'aspirine. En fonction, dans les 6 essais, il y a des essais qui commencent à 16 semaines, d'autres à 20. Les doses d'aspirine, elles varient entre 80 mg et 300 mg. Et tous les essais arrêtent l'aspirine à 35 semaines. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a certes une tendance à l'effet protecteur de l'aspirine, c'est ce qu'on voit ici, mais qui n'est pas significative. Et puis quand on regarde un petit peu plus les intervalles de confiance, ici il y a très peu d'essais qui sont significatifs, hormis un, il y a même des intervalles de confiance qui se chevauchent même pas, avec des essais qui sont très contradictoires, et une hétérogénéité qui est assez importante. Cependant, les recommandations américaines d'obstétrique, de la Société américaine d'obstétrique, elles recommandent quand même l'aspirine à 80 mg par jour, et elles le recommandent parce qu'il y a une seconde analyse qui est faite dans cette méta-analyse, qui est sur la prématurité. Et ici, il y a, si on regarde le résultat, juste le résultat de la méta-analyse, on voit qu'il y a un effet protecteur de mettre de l'aspirine à partir de 16 semaines. Les deux essais, c'était 16 semaines, donc on commence à 16 semaines, on arrête à 35 semaines. Quand on regarde dans le détail, l'étude qui a le plus de poids, qui représente 2/3 du poids, elle n'est pas significative. C'est l'étude qui a le moins gros poids de la méta-analyse qui la tracte vers la significativité. Et malheureusement, les chercheurs de la méta-analyse, ils se sont amusés à déplacer 5 patientes d'un groupe à l'autre, statistiquement en reprenant les tables statistiques, juste pour voir l'effet, et juste avec 5 patientes qu'on change, l'effet protecteur disparaît, donc un effet de traitement qui est quand même assez faible. Et c'est d'ailleurs pour ça que le CNGOF, dans les dernières recommandations de 2024, considère que les données de la littérature, elles sont insuffisantes en nombre et en qualité pour recommander l'aspirine chez des patients qui sont hypertendus chroniques pour prévenir la survenue de la prééclampsie surajoutée. Si on recoupe avec le cas clinique de Madame K, Madame K n'avait pas eu de dosage de biomarqueurs à l'admission, très probablement parce qu'il y avait une défaillance placentaire qui s'était très rapidement remarquée, elle avait un RCIU, puis le bébé n'a pas du tout grandi sur les 10 jours d'hospitalisation. Donc si on reprend la définition consensuelle de l'ISSHP, avoir une défaillance placentaire, c'est assez spécifique d'une lésion de prééclampsie surajoutée. Donc on a pu faire la différence avec de l'HTA exacerbé chez elle grâce à cette défaillance placentaire majeure.
Et Madame K, elle avait de l'aspirine qui avait été prescrite, ça a été décidé par l'équipe des obstétriques au début de la grossesse, à 16 semaines, et elle avait 100 mg par jour. Comme on l'a vu, ça n'a pas empêché un arrêt de la grossesse, malheureusement, à 26 semaines. On comprend pourquoi elle a la lumière de la littérature. Et finalement, si on reprend un petit peu les questions qu'on s'était posées, on s'était posé des questions sur les patients hypertendus chroniques. On a vu que la prévalence, elle était assez importante et que chez les patients hypertendus chroniques, il y avait un fort risque de développer une prééclampsie. Au niveau du pronostic, on a vu que le pronostic d'avoir une prééclampsie surajoutée est plus sombre que celui d'avoir une prééclampsie isolée ou d'avoir une hypertension qui est très mal contrôlée pendant la grossesse, que le diagnostic est parfois difficile avec ces entités-là et que les biomarqueurs, notamment les biomarqueurs placentaires, peuvent être un outil diagnostique lorsque ce diagnostic est difficile. Et à l'avenir, on pourrait trouver d'autres biomarqueurs, d'autres dysfonctions d'organes, comme des biomarqueurs rénaux, chez les patients qui possèdent des comorbidités de ces organes-là. Et enfin, malheureusement, il y a peu de moyens de prévention chez les patients qui sont hypertendus chroniques pour leur éviter une prééclampsie surajoutée, comme il y a peu, voire pas de modalités thérapeutiques spécifiques à cette pathologie.